Hello, c'est Marie de Florida Invest. Bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief. Dans la première partie de cet épisode très riche, Eric et David reviennent ensemble sur les récentes faillites bancaires aux USA, les mouvements de capitaux qui en ont découlé et l'impact qui commence à se dessiner sur l'économie américaine et sur le secteur immobilier. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie. Salut Eric, comment vas-tu ? Salut David, écoute, tout va bien ici. Bon, écoute, on a pas mal de choses à se dire. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, si tu veux bien, d'économie, du marché immobilier en Floride. On va parler bien sûr de la crise bancaire. Et puis, on va essayer de donner un petit peu de visibilité à nos clients et à nos investisseurs sur les prochains mois. Donc, bon, niveau économie, je pense qu'on a tous vu les faillites de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank, la grosse, enfin mid-size bank, First Republic Bank qui a failli cracher, elle aussi. Bon, ça, si on décrypte, c'est assez simple. La Fed a monté ses taux de 0 à 5% en même pas un an. C'était à peu près prévisible que les banques soient les premières à payer parce que comment veux-tu, d'une certaine manière, qu'elles puissent ajuster leur balance sheet dans un contexte de taux qui sont historiquement encore relativement bas, mais qui ont augmenté à une vitesse qui a jamais été vue par le passé. Donc clairement, on a vu des faillites bancaires. Ça peut être les prémices d'une grosse crise ou ça peut être anecdotique. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais grosso modo, l'inflation commence à baisser. On va dire que la Fed est tellement agressive que ça marche un petit peu. Le chômage est toujours bas. Donc finalement, les fondamentaux de l'emploi, ils sont toujours bons. Mais on a vu qu'au dernier meeting de la Fed, Jérôme Powell, il a changé un petit peu de discours. Il a dit qu'ils avaient considéré faire une pause, que c'est peut-être les dernières fois qu'ils montent les taux. Le marché a tout de suite pricé ça. D'ailleurs, je regardais, à titre d'information, le CAC 40, il est à son point le plus haut ever aujourd'hui. Ce qui est quand même assez incroyable dans un contexte d'incertitude comme ça. Ouais, c'est quand même incroyable. Assez incroyable. Absolument. Donc voilà, grosso modo, le point sur les faillites bancaires et sur l'économie, on ne sait pas trop dans quelle direction ça peut aller. Soit il y a des faillites en cascade, soit il y a de l'inflation parce que la Fed rebaisse les taux. Enfin bref, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais grosso modo, est-ce que toi tu peux nous dire un petit peu ce que tu as constaté au niveau bancaire, c'est-à-dire au niveau des dépôts en banque? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as vu depuis les US? Oui, absolument. Alors, pour faire simple et en quelques mots, moi, ce que je vois, c'est une fuite des personnes qui ont des montants supérieurs à 250 000 $, en partant des petites banques locales, comme Banque Floridienne, par exemple, Community Bank ici, vers des très grosses banques comme Bank of America, Chase et autres banques. Donc, les personnes cherchent ici à sécuriser leurs fonds pour s'assurer que le gouvernement sera en mesure de payer les minimums d'assurance de 250 000 $ et cherchent à diversifier leur trésorerie. Donc je dirais, c'est pas une fuite, c'est un gros mouvement de capitaux au départ de petites banques vers des très grosses banques américaines. Ça, c'est la première chose qu'on a constatée ici et c'est flagrant, tout le monde en parle. Pour la première fois, on voit les banques appeler leurs clients en leur demandant de ne pas s'inquiéter, en justifiant leur trésorerie. Il faut regarder aussi ce qui s'est passé dans l'histoire. On a vu beaucoup, entre autres durant la crise des subprimes, des banques faire faillite. Il faut savoir que la majorité des banques ont été rachetées et on n'a pas eu, durant la crise des subprimes, de personnes qui ont perdu leurs fonds malgré les rachats et les crashs, entre guillemets, en cascade. Voilà. Ça, c'est important à noter. C'est vrai que c'est incroyable ce mouvement des déposants, des petites banques, enfin des petites et moyennes banques même, vers les grosses banques, les too big to fail, la Chase, la Bank of America, etc. C'est d'abord parti d'une décision politique parce que je le rappelle, Silicon Valley Bank fait faillite, donc il y a ce fameux bank run où les déposants essayent de retirer 40 milliards en 24 heures. La banque n'a pas les liquidités, la banque fait faillite et là le gouvernement dit, pour calmer tout le monde, parce que c'est vrai que ça aurait pu faire un effet domino bien entendu, pour calmer tout le monde, le gouvernement dit on va garantir tous les dépôts. Alors que je le rappelle, l'assurance de la FDIC c'est seulement 250 000 $ par compte bancaire, enfin par tax ID et par compte bancaire. La Silicon Valley Bank, il y avait 97%, pour rappel, c'est des sociétés technologiques, c'est des fonds de capital venture, etc. Il y avait 97% des dépôts qui étaient au-delà de cette assurance. Donc le gouvernement a dit, cette banque est, entre guillemets, assez grosse pour avoir un risque systémique, donc on va couvrir tous les dépôts. Et puis implicitement, Janet Yellen, elle en parlait aussi dans une audition, c'était assez incroyable, où elle disait, les banques qui sont assez grosses, qui représentent un risque systémique, en gros, on couvre tous les dépôts. Bon, évidemment, ils n'ont pas les fonds pour le faire, mais bon, ça, on pourra en reparler. Les banques too big to fail,
où les banques qui ont un risque systémique, on couvre tous les dépôts, et les petites banques, en gros, elles se débrouillent. C'est quand même assez incroyable parce que c'est extrêmement politique finalement. Absolument. Et je pense que le gouvernement, dans sa communication, a fait des erreurs et n'a pas réconforté. C'est ce qui a créé ce flux, et on peut appeler ça cette mini-panique de tous ces gros dépositaires qui ont déplacé leurs fonds vers les grandes banques en s'imaginant qu'une banque comme Bank of America ou Chase ne pourra jamais fermer. En tout cas, même si elle est en difficulté, elle sera évidemment soutenue par le gouvernement américain. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tu as des banques qui sont solvables et qui ont des balance sheets qui sont totalement saines, qui ont vu leurs déposants partir vers des grosses banques qui sont complètement insolvables et qui font un petit peu plus n'importe quoi, sachant qu'elles ont la sécurité du gouvernement derrière. C'est quand même assez incroyable. Nous aussi, on a sécurisé nos fonds et nous aussi, on a isolé tout ce qui était super à 250 000 $ par tax ID number, comme on dit ici aux États-Unis, pour s'assurer et pour prendre les précautions nécessaires, même si on a confiance au système bancaire américain. En tout cas, on a vu plus que jamais que le système bancaire, il est vraiment basé sur la confiance, c'est-à-dire il ne faut pas que les gens se ruent tous en même temps pour retirer leurs dépôts ou transférer leurs dépôts. Donc c'est vrai que c'est assez historique, je trouve, ce qu'on a vécu, même si c'est très politique. Je pense que le système bancaire américain, de toute façon, il tiendra parce que le gouvernement a pris la mesure, je pense, des conséquences que pourrait avoir une perte de confiance dans le système bancaire. C'était quand même assez incroyable, ça méritait qu'on en parle. Est-ce que brièvement, tu peux expliquer un peu mieux ce qu'est une community bank ou une regional bank? On en parle beaucoup dans les news en ce moment, mais en France, ça existe. Enfin, le concept n'existe pas vraiment. La community bank, la regional bank, c'est une banque locale qui soutient l'économie locale. Pour faire simple, pour schématiser. Les États-Unis ont besoin de community bank. Ce sont des banques qui vont prêter aux agriculteurs, ce sont des banques qui vont soutenir l'économie locale, qui font des choses supplémentaires que ne font pas les très grandes banques. Pour revenir à de l'immobilier, les banques régionales ou les community banks, c'est celles qui financent le plus les opérations immobilières aux États-Unis. Elles comprennent mieux l'économie locale, elles comprennent mieux l'immobilier. Voilà, c'est celles qui font le plus de loans par rapport aux grosses banques, qui en font très peu d'ailleurs. Donc elles ont une exposition toute particulière au secteur de l'immobilier notamment et au secteur de l'immobilier commercial dont fait partie le multifamily. Absolument. La Bank of America va pas financer une multifamily pour un investisseur local. Ce sont en général les communautés banques qui font vivre dans leur globalité le système de financement immobilier global. Bon, et alors du coup, pour faire le lien avec notre activité et avec l'immobilier, c'est des banques qui ont dans leur balance sheet donc une grosse proportion de loans, et notamment de commercial loans aux États-Unis. Donc, on parlait de balance sheet, SVB, la Silicon Valley Bank, elle a fait faillite parce qu'elle avait trop d'obligations d'État à taux bas qui valent moins cher aujourd'hui. Pour ce qui est des regional banks, elles ont aussi des loans commerciaux, notamment sur le bureau, émis avec des taux très bas et qui potentiellement valent moins cher aujourd'hui et que s'ils doivent être débouclés avec des problèmes de liquidité, avec des problèmes de bureaux qui sont partiellement remplis, avec les changements d'habitude des gens vis-à-vis du travail et notamment le télétravail. Donc on a aussi cette exposition qu'ont moins, bien sûr, les grosses banques nationales et qui a surveillé. Ça, tu peux pas le nier non plus. Absolument. Toutes ces petites banques qui sont effectivement mouillées dans cette économie du bureau sont des banques qui vont probablement plus souffrir que les autres, à mon sens. Effectivement, des bureaux qui sont partiellement remplis, des leases qui vont arriver à expiration, potentiellement les locataires, les entreprises vont pas forcément renouveler ou vont réduire leurs espaces. Je pense qu'il y aura du distress sur le bureau. Mais nous, ce qu'on a vu pour le coup, là, du point de vue purement terrain, c'est que ces banques-là font très attention. Tu pourras en témoigner que notre banque, en l'occurrence, extrêmement conservatrice sur les loans. On n'avait jamais fait un process aussi contraignant que pour avoir un loan sur un multifamily avec cette banque sur les dernières années. On va dire qu'elles ont géré aussi ça, elles ont demandé beaucoup d'apports, elles sont très conservatrices. Je pense aussi qu'elles sont relativement plus saines d'ailleurs que les grosses banques. Absolument. Elles sont ultra conservatrices, ultra prudentes. Il faut juste chercher à savoir si elles sont plus mouillées dans l'industrie qui va être touchée en cas de récession. Si récession il y a, parce qu'encore une fois, il y a des surprises économiques dans le bon sens qu'on n'attendait pas ne serait-ce que ces dernières années. Donc voilà, tout ça, ça reste que de l'hypothétique, évidemment. Il faut être prudent et on le sait tous. Et on continue à avancer de toutes les façons parce qu'on a confiance au système économique américain, évidemment. J'espère que cette première partie vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode.